Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard et aujourd'hui je suis avec Jérémy. Salut Jérémy. Salut. Et on va parler un petit peu de la... Enfin, Jérémy s'est penché sur la question de la self-défense féministe, ce qui est Ouais. quelque chose qui nous avait intrigué en tout cas dans la mesure où... le problème est toujours que les méthodes de self-défense qu'on propose généralement aux femmes ne sont pas forcément très bonnes, hein. Il y a beaucoup de vidéos en ligne où on se moque des méthodes. Souvent, c'est on enseigne des techniques simples basées sur des scénarios, mais qu'en pratique, les dames qui apprennent ne pourront jamais appliquer sur un adversaire qui résiste. Donc, c'est toujours un peu le problème. Qu'est-ce qu'on enseigne? Parce qu'évidemment, c'est bien d'enseigner un peu de self-défense à tout le monde, mais dans l'idée d'enseigner de la self-défense, et évidemment, je dis toujours, les femmes ont pratiquement plus besoin de self-défense que les hommes, puisque évidemment, s'ils se font agresser par un homme, l'homme a de toute façon des avantages au niveau biologique, en termes de musculature et de force et d'impact au niveau des frappes, etc. Donc, il faut quasiment qu'elles fassent plus de self-défense que les hommes. Mais voilà, c'était ça. Et puis on a entendu parler de cette self-défense féministe et toi tu t'es un peu penché sur la question alors. Ouais, c'est ça. Oui, moi je suis vraiment parti en fait sans grand a priori parce que je connaissais vraiment pas grand-chose au sujet honnêtement. Donc j'ai un peu découvert en lisant et donc en fait ce que je vous propose en fait c'est que on repart un peu d'un historique en fait de ce que c'est finalement le self-défense féministe. Que j'ai un peu été creuser un peu l'histoire du truc. Et après, je vous présenterai un petit peu les résultats d'une étude toute récente de 2020 qui reprend un peu, justement, qui explique un peu en détail ce que c'est et qui parle justement des effets évalués scientifiquement, du contenu des programmes, etc. Et voilà, j'ai appris plein de trucs, donc c'était assez intéressant et je pense que ça peut... on peut être assez surpris en fait de certaines choses au niveau des contenus, notamment des formations. Donc voilà. Alors peut-être pour commencer par un petit historique très brièvement. Donc ce que j'ai un peu retenu en fait de l'histoire en fait de ces courants, c'est que des cours de self-défense pour les femmes, ça existe depuis en fait assez longtemps. De ce que j'ai vu, il y en avait déjà il y a plus de 100 ans, donc c'est quand même assez ancien. Ce qui posait problème, par contre, c'est que historiquement, ces cours n'ont pas de caractéristiques spécifiques au-delà du fait d'être des cours pour les femmes. Donc en fait, c'était pendant tout un temps, il y a eu des cours de sport de combat ou de self-défense pour les femmes, mais qui n'avaient pas de caractéristiques spécifiques à part d'être non mixtes et d'être pour les hommes ou pour les femmes. Et ça causait visiblement pas mal de frustration, notamment chez pas mal d'acteurs féministes. Et donc, il y a eu un changement à partir des années 60, en gros, même s'il y a des initiatives qui existent avant, mais qui ne sont pas très répandues. Mais il y a vraiment un boom avec les années 60, après le mouvement féministe, première et deuxième vague. Et en gros, ce qui a changé, c'est que au lieu d'avoir des cours simplement pour les femmes, les cours ont été complètement repensés pour répondre aux problématiques des femmes spécifiquement, et pas simplement être une version de sport de combat, mais juste où on invite les femmes au lieu des hommes. Ce qu'on trouve encore aujourd'hui, hein, parce qu'il y a encore pas mal de cours pour les femmes dans certaines branches. Par exemple, au Krav Maga où je suis, moi j'ai été à un cours mixte et il y a aussi un cours pour les femmes et un cours pour les enfants. Voilà, mais c'est pas pour autant dans une optique féministe, c'est juste voilà, non. Ouais, disons que l'habitude, les cours qui s'adressent aux femmes, il y a l'idée qu'elles seront moins intimidées de venir dans un cours où généralement les arts martiaux sont quand même fort masculins, C'est ça. avec un peu de l'hypermasculinité parfois, et ça peut être intimidant. Et alors aussi, s'il y a des composantes de type rouler au sol, au départ, ça peut... Bon, évidemment, il y a les judokates olympiques, ils sont super habitués à rouler avec des hommes, mais c'est vrai qu'au départ, ça peut être une barrière de se dire, je vais aller rouler sur le sol avec
un mec musculeux qui va me transpirer dessus. C'est vrai que Du coup, on peut dire que ça facilite l'entrée, le fait Mhm. d'y aller. Maintenant, c'est vrai qu'un des problèmes basiques, c'est que bah, si une femme se fait agresser, en général, elle sera agressée par un homme. Et donc, enfin, je veux dire, en termes d'entraînement, bah, ça pose déjà la question, si elle s'entraîne qu'avec des femmes, Mhm. de s'habituer bah, je veux dire, à la force qu'un homme déploiera, quoi. C'est pas la même. Enfin, c'est vrai que c'est important. Bon, après bon, on peut dire, ça se discute, quoi. On peut dire, bah oui, on peut les faire rentrer dans une discipline martiale, et puis après, elles peuvent s'habituer à s'entraîner avec des hommes. Mais souvent, c'est quand même que des formules courtes où elles seront juste entre femmes, et donc le degré de Mhm. violence sera pas le même que s'il y avait des hommes dans le mix, quoi. Et donc, ça peut poser des problèmes en termes de self-défense. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un peu une critique fréquente, hein, effectivement. Mais bon, enfin, vous allez voir avec ce que je vais expliquer tout à l'heure que c'est pas non plus leur priorité en fait. Enfin, il y a d'autres priorités dans ces cours. Mais effectivement, je suis d'accord globalement avec ce que tu dis, bien sûr. Alors, juste avant de continuer mon historique, il y a une petite info aussi intéressante, c'est que historiquement, il y a aussi deux autres approches qui existent au niveau prévention des agressions sexuelles, parce que ces cours de self-défense féministe sont surtout pensés dans l'idée des agressions sexuelles, même si, bon, il y a l'agression physique pure aussi, mais elle n'est pas hyper fréquente, en tout cas dans leur esprit. Il y a aussi donc deux autres approches de prévention qui sont développées assez fort à cette époque et qui existe toujours aujourd'hui. C'est un courant qui développe l'éducation des auteurs et autrices de violences, selon plein de modalités, et un courant qui tente de penser comment amener la population à protéger les victimes quand il y a une agression. Voilà, donc ça, c'est deux autres courants. Je ne vais pas les développer, mais c'est juste pour dire que ces courants existent et ils ont eu aussi une importance historiquement et ils sont toujours présents d'ailleurs maintenant. Donc, pour revenir à celui dont on parle ici, donc self-défense féministe. Alors, au niveau anglophone, ça s'appelle pas self-défense féministe. Le terme qui est en général utilisé, c'est empowerment self-défense. Voilà, donc mais ça veut dire la même chose, mais voilà, ce terme est celui qu'on retrouve le plus au niveau anglophone. Alors en Belgique, on a essentiellement deux assos assez connus, enfin, en tout cas celles que j'ai trouvées, qui donnent des formations de self-défense féministe, donc vraiment de self-défense. Il y a Garance à Bruxelles, qui est une assoce assez connue, qui est fort impliquée dans tout ce qui est euh, aide des femmes, mais aussi des personnes LGBT, à plein de niveaux différents, et qui donne ces formations de self-défense. Et il y a aussi une association, je pense, qui est à Liège, si ma mémoire est bonne, qui donnent la même formation. C'est des gens qui sont formés par Garance d'ailleurs. Mais ces programmes s'inscrivent dans une logique plus large. Il y a d'ailleurs une fédération internationale qui existe, cette sorte de fédération de self-défense féministe, enfin d'empowerment self-défense, qui existe depuis 1970, donc c'est pas un truc nouveau, et qui définit notamment toute une série de valeurs et de contenus de programmes. Et il y a pas mal de formations un peu partout dans le monde qui se réfèrent à cette fédération. Euh, voilà, donc je mettrai l'adresse hein, dans les notes de l'épisode si quelqu'un veut voir. Le site est assez intéressant parce qu'il définit très fort en détail quelles sont les valeurs ou les compétences qui sont importantes, non seulement pour les personnes qui suivent les cours, mais aussi pour les formateurs ou les formatrices. Et donc, on retrouve, rien qu'en lisant leur charte de valeurs ou de compétences à atteindre, vraiment tout l'esprit en fait du mouvement. Donc, c'est assez intéressant. Et ils ont un comité organisateur qui est assez large avec des personnes de pas mal de disciplines différentes. Voilà, donc pour l'anecdote. Alors, pour revenir un peu donc à l'empowerment self-défense, donc je me suis basé essentiellement ici sur cet épisode sur une étude d'Hollander et Cunningham de 2020 qui ont fait une étude pour évaluer les effets d'un cours de self-défense féministe de 10 heures. Donc c'est un cours relativement court, mais qui est un programme assez standard en fait dans cette discipline, souvent des 2 jours de cours. Et cette étude
en plus d'évaluer les effets de ce programme, retrace un peu tout l'historique. Donc, c'est vraiment une étude qui est intéressante si vous voulez découvrir de manière générale un peu la pratique et ce qu'on en connaît, ce qu'on peut en tirer. Elle dresse un assez bon résumé des autres études et de ce qui est connu actuellement. Voilà, donc voir dans les notes de l'épisode. Alors, au niveau du contenu des cours, qu'est-ce qu'on va trouver finalement dans ces programmes? En fait, on va trouver plusieurs choses. On va trouver des techniques de désescalade verbale. Ça, c'est une première chose qui est vraiment importante. Et on va trouver des techniques de défense physique. Évidemment, c'est la partie qu'on connaît le plus et celle qu'on voit en général sur YouTube et qui est souvent citée quand les gens parlent de cette défense féministe. On trouve aussi des bases d'assertivité. Donc, l'assertivité, c'est la capacité à s'affirmer, en fait, donc à mettre ses limites, à les exprimer d'une manière non conflictuelle, désamorcer les situations de conflit, etc. C'est une compétence essentiellement qu'on trouve dans des formations en psychologie, notamment un peu partout. Et on va trouver aussi des informations plus théoriques ou des discussions plus théoriques autour des facteurs liés aux agressions sexuelles et aussi au fonctionnement des auteurs et des victimes et par rapport aux résultats des méthodes qui existent. Donc, c'est vraiment des formations qui sont assez larges où la partie self-défense physique, en fait, c'est qu'une petite partie du truc. Dans la formation ici qui est évaluée par l'étude, il y a 50% du temps qui est passé à faire des exercices et ces exercices comprennent les techniques de défense physique et verbale. Donc, bon, il n'y a pas la décomposition des deux, mais voilà, à mon avis, il n'y a pas plus que 20-30% du temps qui est passé à faire des techniques de combat vraiment en tant que telles. Et les techniques de combat, c'est juste quelques techniques de base qui sont censées être faciles à mettre en pratique sans un entraînement régulier et qui sont vraiment très, très basiques, basées sur des réflexes de base. En gros, le genre de techniques qu'on trouve dans le Krav Maga en début de formation, quoi. Vraiment, donc quelques frappes de base super simples, ce genre de choses. Donc c'est vraiment du basique. Et il y a un peu de pratique, un petit peu de sparring, mais voilà, ça va être du sparring très très léger qui vise plus à comprendre la technique. De nouveau, un peu comme on trouve en Krav Maga dans beaucoup de clubs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces objectifs que je viens de citer, donc ils ont été évalués par l'étude et ils sont aussi évalués par d'autres recherches. Donc, il y a aujourd'hui quand même un certain nombre d'études qui permettent d'avoir une idée des résultats. En fait, l'étude ici, il cite une dizaine d'autres études qui évaluent les effets de ce type de programme. Je vais en parler après. Mais avant ça, je vais donner quelques informations quand même sur qu'est-ce qui fait que ces objectifs ont été choisis, parce que c'est important pour comprendre l'approche. C'est que, en gros, d'abord, il y a plusieurs études qui montrent que la résistance physique en cas d'agression, et ça c'est un peu peut-être contre-intuitif. En fait, la résistance physique des femmes qui sont formées à la self-défense féministe, au empowerment self-défense, amène en moyenne une réduction assez importante des viols et des agressions sexuelles et n'amène pas d'augmentation des blessures. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a une des craintes qui était, et je pense qu'on peut avoir à l'esprit assez facilement, c'est que si on n'est pas un super pro du combat, entraîné, etc., et qu'on essaye de se défendre physiquement face à un agresseur, on peut assez facilement imaginer qu'il y a un risque d'être plus blessé, de se faire plus taper dessus ou plus agressé que si on n'avait rien fait. Parce qu'on énerverait l'autre personne ou qu'elle serait fâchée d'avoir pris un coup, je ne sais pas. Et en fait, ce que les chercheuses disent ici, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont évalué ça et que de manière assez consensuelle, les résultats montrent que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en moyenne, les blessures subies en cas de self-défense sont nettement plus faibles chez les personnes qui essayent de se défendre que chez les personnes qui ne le font pas. Sous-entendu, parce que en fait, le fait d'essayer de se défendre empêche beaucoup d'agressions sexuelles et de viols d'arriver à leur terme.
C'est plusieurs dizaines de pourcents d'efficacité par rapport à empêcher l'acte de continuer, en fait. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a aucun risque et que dans aucun cas, on peut se retrouver à être plus frappé, par exemple, que si on n'avait rien fait. Mais en tout cas, en moyenne, ça n'a pas l'air de... Cette croyance, elle n'a pas l'air d'être validée par les recherches qui sont existantes. Et C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. Enfin, en tout cas, c'est vrai que ça va à l'encontre de ce qu'on pense en général. Ouais. Mais et il donne une explication pour ça. Ça veut dire que quoi que la plupart des tentatives de viol, une fois qu'une certaine résistance même est opposée, alors les gens, les violeurs auraient tendance à, comment dire, à abandonner, quoi. Exactement, c'est exactement ça l'explication. Et pour comprendre ça, il faut aussi se rappeler une chose très importante et que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que la grande majorité des viols, c'est pas avec un inconnu dans la rue, dans un parc ou je ne sais pas où, c'est avec des personnes qui sont connues de la victime. Donc soit le conjoint, un ami, un voisin ou quelqu'un de la famille, un ami d'un ami. Voilà, c'est la majorité des agressions sexuelles, ce sont des gens qui sont connus. Et donc ça aussi, ça joue probablement, là c'est moi qui fais une hypothèse, mais j'imagine que ça joue en fait dans le fait que si la personne se défend physiquement, que ça amène l'agresseur à se décourager de continuer en fait. Alors, il n'y a pas, j'ai vu aucune donnée sur un comparatif entre des viols, comme on imagine dans les films, la personne inconnue dans un parc, dans une rue, et puis des viols avec quelqu'un qu'on connaît. Je ne sais pas si ça existe, peut-être pas, mais peut-être qu'il y a une différence entre les deux. Mais voilà, c'est quand même important de rappeler que la majorité des viols, ce sont des personnes qui sont connues de la victime. Et ça explique probablement cet effet parce que voilà, ces personnes ont une relation déjà préexistante entre elles. Et le fait d'avoir la victime qui se défend physiquement en donnant des coups, etc., ben, c'est probablement un effet dissuasif beaucoup plus important que si c'était un violeur psychopathe dans un parc, ce qui est de nouveau très rare en fait. Hein. On peut imaginer que là, peut-être la personne continuerait quand même, voire donnerait des coups plus violents, mais voilà, il n'y avait pas de données là-dessus. Donc ça, c'est quand même un truc important et ça amène les formatrices et les formateurs à avoir comme objectif vraiment de montrer aux personnes que c'est utile de se défendre physiquement. Dans la majorité des cas, que c'est un bon moyen de préservation, de se défendre, même si on n'est pas un spécialiste du combat et qu'on a fait que voilà quelques bases. Dans la majorité des cas, l'idée, en tout cas acquise par ces études, c'est que c'est efficace, en moyenne, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est une chose qui m'a intéressé et que je ne savais pas du tout. Alors, une autre chose... Au niveau méthodologie, comment ils établissent ça tu saurais un peu décrire la méthodologie qu'ils emploient pour obtenir ces résultats ou bien... Enfin, c'était une revue de la littérature, en fait. C'est surtout, d'après ce que j'ai vu, bon, je n'ai pas été lire toutes les études qu'ils citaient, hein, mais de ce que j'ai vu, c'est surtout basé sur des questionnaires, donc des personnes qui sont récupérées dans le système par lequel passent des victimes d'agression ou d'abus. Et on fait des statistiques par rapport à ça essentiellement. Ou alors, l'autre mode d'étude, c'est les personnes qui ont suivi ces formations de self-défense. On fait des statistiques avant-après sur une série de paramètres qui correspondent aux objectifs que j'ai cités tout à l'heure. Et on fait un follow-up après un an, par exemple, où on leur demande ben voilà, est-ce que vous avez vécu une tentative d'agression physique ou sexuelle et quelle a été l'issue, est-ce que vous vous êtes défendu ou pas, etc. Donc ça, c'est voilà. Alors, évidemment, il y a un nombre d'études réduit. Hein, ici, j'imagine qu'il y en a 10 ou 15 qui évaluent ça, hein, si je vois ce qui a été cité. Et vu que l'étude date de 2020, il n'y en a probablement pas beaucoup entre-temps. Donc ça reste des données assez limitées, hein, comme souvent pour ce genre de thématique très marginale. Donc les chiffres sont à prendre un peu à prendre avec des pincettes, mais il y a quand même une tendance qui semble être la même dans toutes les études et qui est intéressante. Voilà. Ouais, mais c'est marrant que ce soit une thématique marginale. Hein. En fait, finalement, c'est un sujet important. Tout à fait. Voilà. Oui, quand je dis thématique marginale, c'est pas pour dire que c'est pas important, mais c'est parce que les budgets attribués aux recherches dans beaucoup de cas, sont très limités, même quand il y a des thématiques qui sont importantes pour la société, mais qui, pour X raisons, sont vues par marginales par les gens qui financent les études. Alors, pour pouvoir se défendre,
selon les personnes qui organisent ces formations, c'est vraiment important de travailler avec les femmes de manière très large. Et ça explique qu'il y a une partie relativement limitée sur les techniques de combat. En fait, pour ces personnes, les femmes sont conditionnées dans la société à mettre en sourdine leurs besoins et leurs désirs, à s'effacer, à ne pas s'affirmer et à ne pas se défendre en cas d'agression, à plutôt être dans la conciliation, etc. Et tous ces schémas font que c'est difficile pour les femmes, plus en moyenne de nouveau, plus que pour les hommes, de mettre en pratique des techniques de combat si on ne travaille pas sur le reste. Donc ça, c'est vraiment un pilier en fait de la manière de voir de ces formations. C'est que vraiment, il faut un peu déconstruire les schémas de fonctionnement genrés, culturels, avant de faire uniquement des techniques de combat, parce que sinon, ça va pas être utile. Alors, je pense que globalement, évidemment, c'est une première étape, mais c'est vrai que si les gens ont du mal à mettre en pratique l'affirmation de soi ou le fait de se défendre, bah, c'est bien beau de leur donner des techniques, mais si elles ne vont pas les employer, ça ne sert à rien non plus, quoi. Donc évidemment, les deux vont ensemble. Voilà, donc ça, c'est vraiment la philosophie du truc. Alors, je reviens un peu sur les résultats ici de l'étude spécifiquement dont je parle. La réduction des agressions sexuelles et des viols était d'à peu près 50% à 1 an, ce qui est conforme, d'après les autrices, à ce qui est montré dans les autres études, plus ou moins. De nouveau, les chiffres sont à prendre avec des pincettes. Alors, qu'est-ce qui est observé d'autre? Parce qu'ils ont fait pas mal de questionnaires psychologiques avant-après. Ce qu'on voit, c'est que ça augmente le sentiment d'efficacité et de compétence des femmes qui ont participé, ce qui leur permet beaucoup plus facilement de réagir au lieu d'être paralysées ou de choisir volontairement de ne pas réagir physiquement ou verbalement. Ça leur donne une meilleure capacité à juger du niveau de risque des situations. Bon, ça, c'est général à tout le self-défense, hein, donc c'est un des apports importants. En self-défense, on en a déjà parlé, mais c'est de pouvoir évaluer le niveau de danger en fonction de la proximité des gens, de leur attitude, de dans quel environnement on se trouve. Ça, c'est vraiment un truc hyper important. Et aussi d'évaluer le niveau de succès d'une intervention possible et les risques encourus. Ça aussi, évidemment, c'est super important en self-défense, et c'est aussi quelque chose qui fait partie de ces programmes. Parce que de nouveau, ben voilà, si on tombe face à un malade qui fait 2 mètres et 100 kilos avec un couteau et qui te menace, qui te dit donne-moi ton portefeuille, ben, si tu n'es pas capable d'évaluer que si avec tes 30 heures de self-défense, tu essayes de lui mettre un high kick, que ça ne va probablement pas fonctionner, tu risques de te mettre en danger, c'est un peu gênant, quoi. Bon, voilà, je caricature un peu, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'il faut quand même pouvoir évaluer le danger, évaluer la pertinence de la réaction qu'on va avoir, et aussi évaluer la question de la fuite, parce qu'il n'y a pas que la défense physique en termes de technique de combat. Bah, la fuite, dans certains cas, est aussi une stratégie très pertinente, combinée parfois à une technique de combat avant. Mais il faut aussi que la fuite soit possible, hein. Ça, on en avait déjà parlé, je pense, dans d'autres épisodes avec Jean-Michel. Il y a des situations où se mettre à courir, ce n'est pas une bonne réaction parce qu'il n'y a pas une distance suffisante, par exemple, entre toi et l'agresseur, et que se mettre à courir, en fait, ça prend du temps. Il faut se retourner, il faut se mettre en mouvement, et ce n'est pas si rapide que ça. Donc, dans certains cas, il faut d'abord se défendre physiquement avant de pouvoir se mettre à courir. Et de nouveau, si on ne sait pas évaluer ça, ben, on ne peut pas réagir d'une manière efficace par rapport à ça. Alors, l'étude montre aussi que il y a une plus grande tendance à porter plainte de la part des personnes qui suivent ces formations de self-défense, hein, puisqu'on sait qu'il y a pas mal de victimes qui ne portent pas plainte après les agressions, que ce soit des agressions en tout genre ou des agressions sexuelles, pour une variété de raisons, qui est le sentiment d'être responsable, le sentiment de culpabilité, la peur d'en parler aux autres et d'être culpabilisé, ou la peur de passer par tout le système judiciaire qui est extrêmement pénible pour les victimes et qui n'aboutit pas toujours à quelque chose, et d'autres raisons. Mais ici, en tout cas, ça augmente la capacité des personnes et le choix à porter plainte. Ça diminue les impressions de se culpabiliser soi-même pour ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, et les sensations de stress et de déprime suite à une agression aussi. Voilà, ce qui est aussi intéressant pour cette étude, c'est qu'ici, c'est une étude sur des personnes adultes de différents âges. Beaucoup d'autres études citées portent sur des adolescentes ou des personnes qui sont à l'université. Donc, une niche relativement ciblée.
et pas pour des personnes plus âgées. Donc ici, c'est plus large. Donc ça ouvre un peu les populations étudiées. Voilà, ça c'est un peu en gros les infos. Et chez Garance, on retrouve ici en Belgique donc le même genre de contenu, le même genre de programme. J'ai eu l'occasion de parler à quelqu'un qui avait suivi leur formation et ce qu'elle m'a dit, ça ressemble assez fort à ça. Le nombre de techniques de combat était très 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 faible. Par exemple, la personne me disait qu'ils ont appris je crois que c'était un ou deux coups avec les mains uniquement, qu'ils ont répété beaucoup plutôt que d'apprendre plusieurs techniques. Donc l'idée, c'était vraiment de faire une sorte de drill pour utiliser une technique bien précise, très basique. Et je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit dans l'étude, mais que on retrouve en arrière-plan dans toute cette défense, et on trouve ça dans le Krav Maga aussi, là où j'ai pratiqué, c'est toujours un peu en arrière-plan, c'est qu'il y a quand même cette idée qu'on ne se défend pas face à des combattants formés, quoi. C'est-à-dire que la majorité des gens qui t'agressent ou qui tentent des agressions sexuelles, ce sont en général pas des gens, des boxeurs, des gens qui font du MMA, ou etc. La majorité des gens dans la rue ou ton voisin, tes amis, ta famille, bah, ce sont des gens qui n'ont pas de formation de combat. Alors évidemment, ça fait une différence importante. C'est sûr que si on est agressé par un type qui fait de la boxe ou un autre sport de combat un peu efficace, bah, la capacité de se défendre physiquement sera largement limitée par rapport à quelqu'un comme ça. Mais la majorité du temps, en fait, ces personnes ne sont pas celles qui sont en train de faire une agression. Voilà. Donc, face à quelqu'un qui a aucune notion de technique de combat, ces méthodes qui ne seraient pas très efficaces face à quelqu'un qui a une compétence en combat le deviennent assez facilement, même si elles ne sont pas parfaites, même si elles ne sont pas parfaitement réalisées. Ben voilà, et on peut voir ça quand même aussi je pense, dans pas mal de vidéos sur Internet. Alors, il y a des vidéos où on voit des gens qui ont clairement l'habitude de se battre. Et puis, il y a des vidéos où on voit des gens qui se tapent dessus dans un supermarché et qui, visiblement, n'ont même pas appris à donner un coup de poing, quoi, où c'est vraiment le combat intuitif comme ça. Voilà. Et là, de nouveau, souvent, c'est des gens qui ne se connaissent pas, ceux qu'on voit dans les vidéos YouTube, et pas le voisin ou l'ami qui va agresser quelqu'un qu'il connaît, quoi. Ouais, je suis même pas sûr que ce soit vrai, hein. Parfois, les combats peuvent être chaotiques dans les. C'était un point qui avait été soulevé récemment par Rockcast là sur sa chaîne, que les combats peuvent sembler chaotiques, et qu'on a l'impression qu'ils sont pas entraînés, mais en fait c'est parce que il montrait que même des gens entraînés, quand ils sont pas dans la situation standard de leur sport de combat, ben ils retournent à des trucs très primitifs. En fait, il illustrait ça en montrant des combats, enfin des altercations lors des pré-rencontres avant les matchs de MMA, hein. Les deux combattants viennent et se regardent comme ça. Et vous savez bien, il y a un peu, ils font le buzz, hein. Et puis alors parfois ça dégénère et ça devient, ils commencent à se taper à ce moment-là. Et en fait, il y a des gens qui interviennent, qui sont les coachs, etc. Et tout le monde se tape dessus. Mais quand on filme cette séquence-là, on n'a pas l'impression de voir des gens entraînés qui sont en train de se battre. C'est juste du pugilat. Enfin, je veux dire la bataille de café classique. Parce que finalement, donc ouais, enfin voilà. Moi, je me demande si enfin, je sais pas. Moi, je suis assez sceptique de cette rhétorique même avec une technique très basique qu'on a appris en deux jours, qu'on a répété quelques fois, face à quelqu'un de non entraîné, ça fonctionnera. Mais, enfin, ouais, moi, je suis assez dubitatif par rapport à ça. Mais peut-être par contre, ce qu'il y a, c'est que peut-être, enfin, mon hypothèse, c'est plutôt que les femmes qui font ces stages, peut-être justement elles s'autorisent à résister alors que les autres ne s'autorisent. Et elles font peut-être des choses totalement en fait inefficaces, mais c'est suffisamment pour psychologiquement influencer la personne en face. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Oui, je vois très bien. Ouais, parce que j'imagine pas qu'une technique, enfin, que t'as appris, enfin, ouais, enfin, tu vois, moi je suis sceptique même un peu par rapport au Krav Maga, donc surtout des trucs basés sur des scénarios faits pendant 2 jours, enfin, même contre quelqu'un de non entraîné, je veux dire, si la personne a vraiment des intentions extrêmement violentes, enfin, je veux dire, je pense que ça fonctionne juste parce que l'effet observé, pour moi, c'est vraiment juste parce que versus ne rien faire, il
en fait, il y a un message qui passe que non, je veux vraiment pas que tu fasses ça à l'autre personne, et que l'autre personne n'est pas vraiment dans une optique de vraiment, comme tu dis, de la malmener Ouais. physiquement. Et donc forcément, ça suffit à arrêter l'assaut, quoi. Mais tu te retrouverais face à quelqu'un qui aurait vraiment des intentions du type, pour arriver à la violer, je suis prêt à la tabasser. Ça n'aura aucun effet, je pense. Mais, enfin, C'est c'est ça. ce que tu as expliqué, quoi. Tout Mais à fait, oui. voilà, je reformule juste parce que je préfère quand même dire que je suis plutôt sceptique de l'idée que avec une technique basée sur un scénario que tu as fait pendant quelques jours et face à parce que la personne en face serait non entraînée, ça fonctionnerait. Moi, je pense pas. Je veux dire, même un homme non entraîné pourrait. Encore une fois, hein, c'est parce que comment dire, il y a vraiment des différences physiques entre les hommes et les femmes pour ça, hein. La densité, comment dire, osseuse est plus grande au niveau des impacts, hein, des coups de poing, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tous les problèmes au cours de qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont trans dans les compétitions de sport de combat, parce que avec certaines hormones, bah, si la personne voilà, a eu un développement qui fait qu'elle a une densité osseuse plus grande, bah, au moment, si on la met en face de quelqu'un qui est biologiquement vraiment une femme, les impacts vont être beaucoup plus violents. Et, enfin, voilà, bon, voilà, c'est parce que les hommes et les femmes physiquement ne sont pas les mêmes. Hein, ça, Mais ce qu'il y a, c'est que quand on parle d'efficacité, enfin, je pense que nous, en tant que personnes intéressées à la base fondamentalement par les sports de combat, pour nous, l'efficacité, c'est ta capacité à gagner un combat, en fait. Mais je pense que oui, c'est là que ça joue, c'est qu'en fait, la majorité de ces situations, les gens n'essayent pas d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils sont capables de faire. Donc, il y a des étapes de résistance et atteindre une certaine étape de résistance met fin à la motivation de l'autre personne à continuer, en gros. Ouais. Parce que c'est clair que si tu sais pas, même quand quelqu'un non entraîné, tu lui mets allez, un coup genre Krav Maga, open hand, là, comme ça dans la face, bah, c'est clair que ça va pas mettre la personne KO, mais ça peut suffire dans beaucoup de situations à ce que la personne ait un choc de retour et se dire, oh, la personne ne va pas se laisser faire physiquement, donc et que ça sape sa motivation à continuer, en fait. Ouais, je regardais ce ce week-end, je regardais le film Le Duel là, qui se passe au Moyen-Âge avec enfin, qui tourne autour d'une problématique de viol. Et le violeur, alors même que la fille dit non, etc. Bon, on est au Moyen-Âge, mais l'idée qui est présentée dans le film, c'est que de son point de vue, il n'y a pas eu de viol, quoi. Il est persuadé que même si la femme dit très clairement non, enfin, pour nous c'est évident, mais dans son vécu subjectif à lui, c'est pas du viol, quoi. Pour ça, le film était intéressant de présenter ça. Et je me dis, oui, ça peut être ça, c'est que le violeur, il a pas l'impression d'être en train de commettre un viol. Mais si la personne résiste et qu'elle lui met un coup de poing, peut-être qu'il est en train de se dire, ah, mais non, elle veut vraiment pas, en fait. Tandis que juste dire non verbal, enfin, je sais pas, là, je suis en train de spéculer, évidemment. Mais j'imagine des situations, où ça peut jouer. Parce que c'est vrai qu'avant que tu ne commences ta présentation, moi, j'aurais été carrément pratiquement en train de dire, en fait, apprendre des techniques physiques, ça sert à rien. La composante théorique est largement suffisante et intéressante et pertinente, parce qu'on ne sait rien apprendre de pertinent pour moi en termes de combat en 2 jours. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a donné à réfléchir. C'est vrai que je me dis, bon voilà, si... En fait, ce que j'imagine, c'est qu'elles font rien d'efficace en combat, mais c'est suffisamment pour changer la donne en termes de messages qu'elles envoient à l'interlocuteur. C'est ça que c'est intéressant comme étude. Mais, ouais, c'est ça, parce que de nouveau, est-ce que c'est adapté de parler de combat, en fait? C'est peut-être notre cadre de pensée, à mon avis, qui est pas tout à fait le bon. Parce que allez, si on parle de ton voisin, ton cousin, ton oncle, je sais pas, de nouveau, le type, il n'a pas la même mentalité qu'un psychopathe dans un parc, quoi. Donc, il va pas forcément, si la personne résiste, la tabasser à mort pour la violer. Enfin, c'est ça que ces données ont l'air de montrer, c'est que ces gens sont prêts à une certaine tentative de contrainte, un certain niveau de contrainte qu'ils sont prêts à exercer sur leur victime. Et en fait, si la victime résiste, il y a un moment, en fait, ils n'ont pas la motivation de continuer, en fait. Donc, en gros, ça se joue pas sur un concours de capacité physique pure, où les gens s'y mettent à fond et c'est celui qui est le plus puissant, le plus violent qui va gagner. Les gens s'arrêtent bien avant. Et donc, dans ce cadre-là, on peut se dire que
un coup de poing ou une frappe de base, genre ce que tu apprends les premiers cours au Krav Maga, dans un combat réel, ça serait très limité en termes d'efficacité. Par contre, pour taper ton cousin qui vient de violer, s'il se prend un coup de poing dans la tronche, c'est peut-être suffisant pour, dans la majorité des cas, lui enlever l'envie de continuer plus loin, quoi. Donc c'est ça, je pense il faut se mettre dans l'idée qu'on n'est pas en fait dans un combat. On n'est pas dans un affrontement physique, on est dans un contexte autre dans lequel il y a une dimension de contrainte physique, mais qui n'est pas, qui n'explique pas l'évolution possible du processus, quoi. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et c'est ça, à mon avis, qui fait que les résultats sont bons, malgré que, d'un point de vue combat pur, ces techniques, évidemment, sont très limitées et sont très basiques. Et ça, Oui, à ce moment-là, en fait, enseigner ces techniques, c'est pas vraiment pour leur enseigner des techniques, c'est une façon psychologique de leur donner l'autorisation de se défendre, de dire, il y a un moment où ouais. vous pouvez vous défendre physiquement, quoi. Vous C'est êtes ça. plus... Mais par contre, si on dit, on explique justement uniquement aux personnes, vous pouvez vous défendre physiquement, qu'on fait de l'assertivité et tout ça, est-ce que si on ne met pas un peu en pratique au moins des techniques, est-ce qu'on osera le faire? Tu vois, il y a peut-être ce facteur-là aussi qui joue, même si les techniques sont très basiques. Le fait de les pratiquer, même de manière très soft, avec des scénarios, etc., ça te donne quand même une sensation de mettre ton corps en mouvement, d'avoir un peu de retour physique sur ce qui se passe. Et du coup, ça te met aussi quelque chose dans l'esprit, en fait. C'est que ta mémoire enregistre qu'est-ce que c'est de donner un coup de poing ou de, je sais pas, parer un couteau, même si c'est très mollement, enfin, avec toutes les limites que ça, mais ça te donne quand même, c'est quand même un apprentissage, quoi. Un apprentissage qui est limité dans son efficacité, mais qui te donne un vécu de faire une action que tu n'as pas si tu fais que la pensée uniquement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, puis j'imagine quand même qu'ils proposent des scénarios, quoi, où il y a quelqu'un qui agit d'une certaine façon Oui, et oui, de c'est dire, ça. à ce moment, Ouais. si vous êtes face à ce genre de comportement, c'est le moment de réagir. C'est ça, c'est ça. Je pense que vraiment, les techniques, c'est le même genre que ce qu'on trouve dans le Krav Maga, euh, avec les mêmes limitations, c'est-à-dire pas de sparring un peu vigoureux, juste des scénarios. Voilà, après, ça dépend un peu du club. Il y a des gens qui vont un peu plus loin, mais ça reste le même type d'enseignement que dans le Krav Maga, je pense, d'après ce que j'ai vu. Voilà, après, c'est une base et ça, je pense que ça peut aussi, s'il y a des personnes qui voient que ça les intéresse ou que ça leur plaît bien de développer ces compétences-là, peut-être qu'après, elles peuvent passer vers autre chose et développer un peu plus si ça les intéresse, mais au moins c'est une introduction et ça travaille sur tous les autres aspects qui sont importants. Et je ne pense pas que si on va suivre un cours de Krav Maga, le prof va développer tout ce que j'ai cité ici autour des techniques de combat, quoi. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, ils étaient clairement pas là-dedans. C'était combat, combat, combat. Par ça, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Un peu de regard sur la situation et l'environnement, ça oui, mais le reste, c'est pas travaillé dans les cours de self-défense que j'ai vus, quoi. Pas du tout. Et les gens sont pas très au courant par rapport à ça non plus. Les Ça, profs, je crois qu'on en avait déjà parlé, hein. oui, c'est ça. Je suis intimement persuadé que la composante théorique d'un cours de self-défense est extrêmement importante, quoi. Ouais. On peut déjà en fait faire beaucoup de choses en self-défense d'un point de vue purement théorique, hein. Même si Tout à fait. évidemment, bon, il y a des choses qui sont du genre, il y a des comportements, enfin, voilà, il faut pas aller à certains endroits le soir, enfin, il y a des choses comme ça, mais bon, il y a quand même déjà beaucoup de choses qu'on peut faire juste avec de l'information verbale. C'est ça. Et aussi la réponse verbale, je trouve qu'elle est super importante parce qu'il y a beaucoup de situations où elle a l'air aussi d'être efficace. Parce que bon, ça touche aussi, ces formations touchent aussi les agressions verbales et pas que physiques. Mais il y a beaucoup d'agressions verbales dans la rue où des femmes sont agressées à des arrêts de bus, insultées, etc. Et là aussi, la réaction va changer les effets. Et je pense que ces formations sont aussi intéressantes dans ces contextes-là pour que les femmes puissent apprendre à réagir en étant plus en confiance par rapport à leur réaction et repartent aussi du coup avec un sentiment plus positif parce que toujours être dans la non-réaction,
ça donne pas forcément un sentiment positif et un sentiment de compétence ou de capacité à se protéger soi-même, même s'il y a des situations où c'est pertinent de ne pas répondre. Attention, il faut juger au cas par cas, mais il y a des situations aussi où on peut répondre verbalement et aussi désamorcer les trucs plutôt que de faire de l'escalade en insultant les gens à tort et à travers, quoi. Oui, je crois que la dernière fois qu'on avait abordé ce sujet-là, il y avait un auditeur qui demandait ce qu'on recommandait en termes de théorie de la self-défense. Il y a pas, bon, comme d'habitude, en français, j'ai rien à recommander, mais sinon en anglais, je sais que tu la regardes aussi. Il y a la chaîne Fight Science, la science, donc ça se traduit par la science du combat, hein, Fight Science, sur YouTube, qui a une chaîne faite par un prof britannique qui fait du jiu-jitsu brésilien, du Muay Thai, enfin du MMA, et puis je pense qu'il est aussi prof de Wing Chun. Enfin, il a un parcours assez étonnant. Ouais. Il est criminologue, je pense, de formation. Ouais, il est criminologue. Il a fait sa thèse de doctorat sur comment réagir en cas d'enlèvement. Donc ouais, c'est vraiment un spécialiste de ce genre de trucs. Et il fait pas mal de vidéos juste d'analyse de comportement. Il prend des vidéos. Enfin, un des problèmes qu'ils ont dans cette chaîne, c'est qu'ils se font sans arrêt bloquer par YouTube parce qu'évidemment, ils montrent de la violence. Donc, ils essaient toujours d'arriver à faire des vidéos pour contourner ce problème, parce que c'est vachement intéressant ce qu'ils font avec des enregistrements avec des caméras de surveillance, etc. Et de montrer comment la situation a dégénéré. Et ils font vraiment juste... Enfin, le gars a clairement des compétences aussi physiques, c'est voilà, donc ses vidéos, sa chaîne YouTube, c'est vraiment principalement de l'analyse comportementale et donc de la théorie de la self-défense. Oui, c'est vrai que c'est une chouette chaîne et ça permet de voir beaucoup d'exemples qu'il a repris sur YouTube où il montre un peu comment ça s'est passé. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir parfois, quoi. Voilà, en termes de conseils, moi je dirais ces formations d'empowerment, elles sont à mon avis plutôt pas mal pour le fait que ça travaille sur une large variabilité de facteurs, même si en termes de technique de self-défense c'est très limité, mais ça n'empêche pas les gens de faire autre chose après. Voilà. Après, il y a, pour un niveau légèrement au-dessus, il y a le Krav Maga où il y a plus de technique et où c'est peut-être un peu plus dynamique, même si ça reste fort limité en termes de sparring. Et puis après, voilà, l'étape après, c'est les sports de combat. Donc, je pense qu'il y a moyen de trouver un peu tous les niveaux maintenant là-dedans en termes de ce qu'on cherche pour développer plus ou moins loin ces approches, quoi. Bon, moi, je pense que le jiu-jitsu brésilien, enfin tout ce qui, ou même le judo, tout ce qui est roulé sur le sol, évidemment, pour les femmes, c'est encore plus important que pour les hommes, comme je dis toujours, parce que en cas d'agression sexuelle, je veux dire, c'est des techniques où on a appris à se défendre, surtout le jiu-jitsu brésilien, on apprend à se défendre en étant sur le dos avec quelqu'un au-dessus en train de t'écraser. Et on apprend en jiu-jitsu brésilien, on apprend à faire un étranglement avec les jambes et des choses comme ça. Contre quelqu'un, là vraiment, si vous êtes compétent en jiu-jitsu brésilien, contre quelqu'un qui n'est pas entraîné, il y a moyen de le mettre dans les pommes assez facilement et il n'aura pas de séquelles de ça. Faire un étranglement sanguin, ce n'est pas... Enfin voilà, mais bon, ça demande déjà évidemment un investissement de temps beaucoup plus long quand même. Beaucoup plus long. Ouais. Parce qu'apprendre à mettre quelques coups de poing, un coup de pied, tu le fais assez vite. Le jiu-jitsu brésilien, c'est quand même vachement plus difficile d'apprendre ne serait-ce que les bases. Enfin voilà quoi, je veux dire, moi par exemple, en tant que parent, ma petite de 5 ans, elle commence le judo cet été par exemple. C'est clair que voilà, si c'est des choses qui vous préoccupent, c'est... Enfin voilà, je veux dire, mettre les enfants au judo, ça peut être pas mal aussi, ils apprendront des choses. Mais moi, de toute façon, je dis pas ça parce que, enfin moi je trouve ça très bien, ces formations à la self-défense, et complémentaires en fait. Je veux dire, si quelqu'un, par exemple, mettons que ma fille de toute façon, elle va faire du judo pendant toute son enfance et son adolescence, et elle développe certaines compétences de combat. Après, quand si on l'inscrit à un stage de self-défense, elle acquiert justement la composante plus théorique, et alors, mais elle a quand même des compétences physiques en cas d'agression. Moi, je pense que c'est pas du tout contradictoire, c'est complémentaire. Non, c'est vraiment complémentaire. Et je pense que des gens qui ont fait par exemple un peu de Krav Maga et qui après vont faire un peu de sparring en boxe ou kickboxing, instantanément, je pense que tout le monde se rendra compte que ça permet de mettre en pratique et de comprendre les techniques beaucoup plus facilement
directement dès qu'on commence à faire du sparring. C'est un peu le jour et la nuit. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits qui proposent pas ça, et peut-être parfois aussi avec un manque de matériel, hein, parce que bon, pour tout ce qui est agression au couteau, etc., bah oui, souvent les salles, ils ont aucun matos, donc même un couteau en plastique, un coup avec un couteau en plastique, bah ça fait mal si tu n'as aucun matériel de protection. Donc voilà, il faut parfois aller chercher des endroits où il y a ce qu'il faut pour pratiquer, mais je pense en tout cas c'est vrai, c'est très complémentaire tout ça. Il y a moyen de combiner plusieurs choses si on veut pousser plus loin assez facilement, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, en tout cas, une dernière chose aussi que ça m'évoque, c'est que il faut se méfier un peu de juger les approches sur base de vidéos YouTube, parce que les vidéos YouTube, en général, elles montrent un exercice. Elles ne disent rien du contexte, elles ne disent rien de ce qui est appris par ailleurs, et ça peut facilement sembler plus nul que ce que c'est. Bon, sauf si la technique est évidemment complètement ridicule, mais je veux dire, ça peut facilement sembler moins pertinent que ce que ça ne l'est si on ne montre pas le reste. Je dis ça en pensant au Krav Maga, où bon, il y a quand même beaucoup de temps qui est passé sur les défenses face à des agresseurs au couteau. Ben voilà, à chaque cours au Krav Maga, tu fais de la défense au couteau à différentes distances, à différents angles d'attaque, avec différentes prises de main, différentes techniques de défense. Et si on sort une technique, enfin un entraînement de son contexte, ben on va souvent avoir l'impression que c'est pas complet, que c'est trop mou, etc. Maintenant, si on regarde tout le programme combiné, c'est déjà nettement plus pertinent. En termes c'est très complet. La seule chose qui manque, c'est du sparring un peu plus dynamique, quoi. Mais voilà, donc je pense que ça peut être pareil aussi pour des techniques de self-défense féministe. Si on montre, je sais pas moi, un extrait d'un entraînement, donner un coup de poing super basique, bah oui, on va se dire, bah oui, à quoi ça sert un coup de poing comme ça. Mais de nouveau, on n'a pas tout le contexte, et donc ça peut sembler moins pertinent que ce que ça nous est si on prend l'ensemble du programme, quoi. Ouais, bah, de toute façon, et puis c'est le message qu'on a envoyé dans toutes ces vidéos qu'on a fait, hein. Voilà, la self-défense, ce n'est pas la confrontation physique, hein. Mhm. Si vous en êtes déjà à la table de la confrontation physique, c'est que ça a vachement dégénéré. C'est Ouais, vrai c'est que ça. Mhm. je crois que récemment, j'étais tombé ouais, sur une école de self-défense et ils proposaient enfin en ligne, hein, et enfin le prof ne proposait que de la théorie et il disait que enfin vraiment le message qu'il envoyait, c'est que ça m'énerve quand les gens font l'adéquation entre technique de combat, affrontement physique et self-défense, quoi. La self-défense, c'est finalement pas ça, hein. Ouais, ouais, ça a Maintenant, du sens. comme on l'a dit, c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir une composante un peu théorique pour certaines choses, mais et c'est parce que malheureusement, les gens ont vraiment l'idée associée self-défense Ouais. avec les arts martiaux en fait, mais c'est pas ou les sports de combat, mais c'est pas la même, c'est pas la même bête. Ouais, ouais, c'est tout à fait juste, effectivement. Et finalement, les techniques de combat qu'on apprend dans le self-défense, bah, c'est des techniques qui viennent toujours d'autres approches. Il y a pas de cursus de combat du self-défense. C'est jamais qu'un patchwork de techniques qui viennent d'autres disciplines, finalement. L'apport spécifique du self-défense, c'est pas le combat, c'est le reste. Ouais, parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on avait parlé de ce sujet-là, on me demandait des recommandations. Donc, tant que Mhm. j'y suis, il y a Rory Miller qui est un des plus grands experts de la self-défense. Et donc, je crois que j'avais vu que ce livre avait été traduit en français. Donc, enfin, oui, en anglais, c'est Facing Violence, Training for Sudden Violence et Meditation on Violence. Et en fait, c'est tout des livres que de théorie sur. Et vous voyez, je pense que certains ont été traduits en français. Donc Rory Miller, R-O-R-Y, et puis Miller. Et justement, lui, il dit il y a les sports de combat, il y a les arts martiaux, et puis il y a la violence. Et la violence, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose que les sports de combat. Et les sports de combat, c'est une altercation consensuelle, hein, où on se met d'accord qu'on va se taper dessus. Les arts martiaux, voilà, c'est de la tradition. Et puis la self-défense, ça discute de la violence, hein. Et on s'entraîne pas, enfin, on se prépare pas à la violence comme on se prépare aux arts martiaux, aux sports de Ouais, combat. ouais, c'est clair. Les deux livres que tu as cités sont en français sur Amazon, donc ils sont traduits.
Voilà, bah, lisez ça, vous verrez. Allez, super, bah, encore merci pour cet épisode. Ouais, On avec se voit une plaisir. prochaine fois alors. Ouais, ciao, C'était ciao. Scepticisme scientifique, le balado de la... Ok, bah voilà, c'est dans la boîte. Ouais, voilà.